Alors juste avant de faire venir sur scène notre prochain témoin, je vous invite à aller sur evals.fr pour répondre à une petite question. Quel facteur compte le plus dans vos décisions de moderniser l'IT et le cœur de métier en particulier? Est-ce qu'il s'agit de répondre à de nouveaux usages et besoins du métier, d'accompagner la croissance de votre entreprise, de votre activité, de votre organisation, d'améliorer la productivité ou d'offrir une meilleure expérience aux clients et usagers? Et donc, je vais appeler Anthony Yeh, Sido, de l'ESCP Business School à nous rejoindre et nous lui demanderons bien évidemment de commenter vos réponses à cette question. Monsieur Anthony Yeh, bonjour. Bonjour à tous. Alors, effectivement, il y a encore 2 mois, c'était l'ESCP Europe, donc quand on s'est mis d'accord, vous étiez directeur des systèmes et de la transformation, directeur DSI et de la transformation numérique de l'ESCP Europe. Maintenant, vous avez le même poste, mais à l'ESCP Business School. Et auparavant, donc il y a une quinzaine d'années à peu près, c'était l'ESCP EAP, donc l'école toujours supérieure de commerce de Paris. Alors, on dira ce qu'on veut, mais les grandes écoles comme ça, c'est des gens qui ont un vrai legacy, une vraie histoire. Le CP doit faire 1 siècle et demi, quelque chose comme ça. Alors on a fêté nos 200 ans le 26 novembre dernier. Donc on est la plus vieille école du monde. Et puis en même temps, on est la plus jeune parce qu'on s'est constitué en école supérieure consulaire il y a 2 ans, à peu près un peu plus de 2 ans. Donc oui, il y a une legacy, on pourrait dire, importante. Et puis c'est aussi l'enseignement supérieur en général. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur, on a tardé à se transformer. Comme je dis toujours, alors tout à l'heure il y avait les tablettes d'argile. Nous on a les salles de classe. Alors ce qui a changé dans les salles de classe, c'est que le tableau il était vert avant, maintenant il est blanc. Et en fait, il y a toujours un bureau de prof et il y a toujours des rangées avec des élèves. Et c'est ce qu'on essaie de transformer en fait aujourd'hui, entre autres, dans cette expérience étudiante. Alors justement, donc, vous avez quand même beaucoup d'étudiants à l'ESCP, donc Business School. Vous avez 6000 étudiants en formation initiale, donc c'est le cursus grande école classique, et 5000 en formation continue, donc l'ex-EAP et puis tout ce qui s'est développé depuis. Vous avez 200 collaborateurs administratifs, 250 enseignants permanents, 700 vacataires, donc ça commence à faire déjà beaucoup de monde, et si vous avez changé de nom, c'est aussi parce que vous êtes un petit peu étendu géographiquement. Aujourd'hui, vous avez combien de campus ? Alors, on a 6 campus en Europe, donc on est résolument tourné vers l'international, mais on a une forte identité européenne. On garde notre identité européenne qui fait notre force, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos étudiants, la particularité et l'avantage, c'est qu'ils passent en fait dans leur cursus quasiment une année dans chaque pays européen, en fonction de ce qu'ils font. Si c'est un bachelor, c'est 3 ans, ou un master, etc. Et donc, il faut leur apporter cette expérience aussi, cette fluidité en termes de ce qu'on appelait nous figital, et j'expliquerai certainement pourquoi après, justement dans tous ces campus pour suivre et surtout leur garantir le succès et réussir leur diplôme à la fin du cursus. Alors, effectivement, vous avez utilisé un terme qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre dans les enseignements supérieurs, mais dans l'enseignement de manière générale, c'est le terme figital. Alors, le figital, on a l'habitude de l'entendre dans la grande distribution. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites du figital ? Oui, alors déjà, nous, on pense que si on veut innover, il faut aller chercher dans d'autres univers. On pense que c'est important. Donc, pourquoi le figital ? On peut faire le parallèle. Je ne sais pas s'il y a des acteurs du retail dans la salle, mais si on regarde le retail, ils ont il y a des magasins. Ils sont en train de digitaliser les magasins, et puis on appelle ça le figital. C'est l'amélioration de l'expérience client à la fois dans le magasin et dans le online. C'est gommer en fait le online dans le magasin et sur ce qui peut être sur le e-commerce, sur le e-commerce. Nous, en fait, on a des campus. On n'a pas des magasins, on a des campus. On a des campus physiques, on a des salles de cours physiques, et on a aussi du e-learning, qu'on appellera d'ailleurs digital learning plutôt maintenant, avec on parlait de machine learning tout à l'heure. On va vers l'adaptive learning, où aussi
on va pouvoir s'appuyer sur les neurosciences pour proposer en fait des nouvelles approches aux étudiants de révision ou des nouvelles approches pour ancrer les connaissances. Donc toute cette expérience, on s'est dit que ce parallèle était intéressant, et puis on a aussi de plus en plus d'interactions en fait dans les campus physiques entre les étudiants. On change les salles de cours, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas changé depuis des années. Maintenant en fait, les étudiants viennent plus pour échanger aussi avec l'enseignant, parce qu'ils font beaucoup de cours en e-learning chez eux, et en fait ils viennent plutôt faire soit des serious games, soit des études de cas en cours, et là la salle de cours traditionnelle, elle est plus du tout adaptée. Donc on va créer des nouvelles salles de cours, par exemple, qui vont plutôt ressembler à des plateaux télé pour faire des débats, par exemple, ou bien sûr des salles de coworking. Alors ça c'est intéressant parce que du coup, c'est très bien tout ça, mais ça nécessite des outils pour que ça fonctionne. Et c'est là que vous intervenez. Donc, parce que ça suppose d'avoir des espaces de collaboration, ça suppose d'avoir donc justement des environnements numériques de travail, donc modernes. Ça suppose bien évidemment d'avoir malgré tout des outils pour quand même, parce que vous êtes une école privée, gérer l'admission, gérer le suivi des étudiants et le fait de les facturer aussi. Comment on arrive finalement, je dirais presque d'un système d'information qui ne servait qu'à gérer l'inscription et le paiement, à quelque chose de figital, comme vous dites? Alors, je pense que déjà j'adhère avec tout ce qui a été dit avant. C'est intéressant parce que finalement l'intelligence collective, c'est sur cette base-là qu'on est en train de transformer. Donc on va d'abord créer les lieux qui vont permettre justement cette transformation, et donc après apporter les méthodes. Par exemple, là, on a préfiguré, on est en train aussi de la construire, puisque maintenant on l'a expérimenté, la Figital Factory. Je sais qu'on va parler de Digital Factory, on expérimente la Figital Factory, dans lequel on va travailler de l'expérimentation, mais pas que, on va aussi transformer directement, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Et à l'intérieur de la Figital Factory, on a créé la salle Obeya. Obeya, donc ça veut dire, c'est du japonais, ça veut dire grande salle, salle des opérations, dans laquelle on va co-construire avec les métiers. Et à la fois la Figital Factory, c'est co-construire avec les enseignants pour leur apprendre en fait des nouvelles approches. Par exemple, si on veut insérer de la réalité augmentée dans les cours, par exemple, ou si on veut leur faire enregistrer, on va dire des micro-learning, des micro-modules de cours pour venir compléter en fait ce qu'ils font en présentiel. Et puis, alors là, pour aussi répondre plus directement à votre question, dans la salle Obeya, on est en train de construire aujourd'hui notre futur Digital Workplace. Donc la Digital Workplace qu'on a appelée SoWeGo, et qui vraiment va centraliser un bouquet de services avec une expérience utilisateur de l'inscription jusqu'au diplôme. C'est-à-dire que on s'appuie aussi sur des concepts marketing que sont les personas, donc la gestion des différents profils, mais et aussi des différents comportements que les utilisateurs vont avoir en fait dans les systèmes d'information. Et si je suis prospect et que je veux m'inscrire, je vais avoir mon parcours d'inscription qui va se faire, et ensuite je vais continuer avec mon parcours dans la scolarité. Si je suis étudiant, j'ai mon tableau de bord avec mes notes, avec mes prochains cours, etc. Et si je suis collaborateur, je vais avoir des outils collaboratifs, bien sûr, qui vont désiloter, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. On est absolument dans cette transformation-là. Donc vraiment, on a un seul outil, cette fameuse Digital Workplace, qui va permettre l'ensemble de ces éléments jusqu'au diplôme. Voilà. Alors, parfois, vous allez quand même assez loin dans l'innovation digitale, qui est malgré tout, et ça on va y revenir, très connecté à un back-office qui, lui, doit assurer le fait que ça marche, puisque vous avez même installé des balises beacon. Alors pourquoi avoir installé dans une école d'enseignement supérieur des balises beacon? Alors pour l'instant, les balises beacon, on est en expérimentation, pour être tout à fait clair. Pourquoi
toujours aussi pour l'expérience utilisateur. Pareil, on a été chercher la technologie dans d'autres univers. Donc là, typiquement, c'est les balises ELA Innovation qui viennent de l'aérospatiale. Et ça nous permet quoi ? Ça nous permet en fait de pusher de l'information sur les smartphones des étudiants et aussi de récupérer de l'information, bien sûr. Si tout ça c'est contrôlé avec ce qu'on appelle les opt-in, les opt-out. Et donc ça, pour l'instant, on est en expérimentation. L'idée, c'est contextualiser l'information. On parlait de données de qualité, de données fiables. Si l'étudiant va à la cafétéria, il a de l'information cafétéria. Si l'étudiant va dans une salle de cours, il a de l'information sur les présences, sur quel enseignant va lui faire le cours et ainsi de suite. Et ce qu'on veut, c'est avoir la même expérience sur l'ensemble des campus. Donc c'est assez facile. Ces balises beacon, c'est ce qu'on appelle une technologie de mesh. Donc c'est facile à déployer. L'intelligence, elle est dans l'applicatif. Et donc voilà, tout ça, ça va concourir à l'amélioration de l'expérience étudiant. Bien sûr, encore une fois, qu'on co-construit en intelligence collective avec les étudiants, avec les enseignants, dans un mode agile, avec ces fameux prototypes. Et une fois que le prototype est validé, le MVP, comme on dit, on va déployer de manière plus large. Alors, donc, il y a toute une série de briques comme cela qui sont très digitales, très orientées utilisateur final, beaucoup de co-conception, beaucoup de collaboration. Derrière, pour que tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la disponibilité. Je crois qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de freins. Je pense que le principal frein aujourd'hui, c'est la disponibilité des métiers. Parce qu'ils sont très demandeurs. On veut qu'on construise ensemble, on est très volontaire, mais il faut arriver à se sortir du quotidien. Et parce que forcément, chacun a aussi à son business et son travail habituel. Et donc ça, déjà, il faut une disponibilité. Ensuite, il faut des systèmes qui se mettent en place effectivement rapidement. J'entendais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite en termes d'infrastructure puisqu'on va s'appuyer sur le cloud, ça c'est sûr. On fait quasiment plus de on-premise. Et puis, bien sûr, travailler encore une fois sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur des connecteurs qui nous permettent d'alimenter en fait l'ensemble des systèmes d'information qui vont être mis en jeu, puisqu'on a notre système d'information, j'allais dire classique, SIRH, finance, etc. Et puis on a le système plutôt pédagogique qui va lui à la fois être basé sur la scolarité et sur le digital learning. Alors, vous avez dit justement que vous mettiez beaucoup de choses dans le cloud, parce qu'il y a une particularité que l'on n'a pas évoquée. Vous êtes encore donc dépendante de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors maintenant, elle s'appelle Paris-Île-de-France ? Oui, CCI Paris-Île-de-France. Paris-Île-de-France, parce qu'il y a eu quelques fusions là aussi. C'est la région. Et donc du coup, avant, vous aviez le système d'information et les infrastructures de la CCI Paris. Maintenant, ça ne va plus être le cas. C'est encore un petit peu le cas, je crois. C'est encore un peu le cas. Ils sont encore en gros prestataires de services. On a une convention avec la CCI, donc pour certaines infrastructures, mais en fait tous les nouveaux systèmes d'information qu'on développe et qu'on déploie, on le fait en autonomie et on le développe, comme je le disais, dans le cloud, parce que en plus, on n'a pas vraiment de data center maintenant, on a des petites salles data center et ça nous permet aussi d'accélérer encore une fois ce déploiement. Mais bon, nous ce qu'on recherche c'est de l'agilité, c'est de la qualité de service. Après, on fait beaucoup aussi évoluer notre organisation. On a créé différents pôles au niveau de la DSI TN, transformation numérique. On a créé un pôle innovation numérique. On a créé un pôle métier dans lequel en fait mes collaborateurs qui sont dans le pôle métier sont des personnes du métier. C'est-à-dire qu'on a formé au numérique pour vraiment faire les relations IT métier. Ils comprennent très bien le métier, très bien les process. Et on travaille d'abord d'ailleurs sur les process avant d'aller bien sûr sur les solutions technologiques. Parfait. Aurélie, a-t-on les réponses à la question posée tout à l'heure ? Alors,
On voit ça tout de suite. Donc, rappelle la Alors, question. quel facteur compte le plus dans vos décisions de moderniser l'IT? Donc, en tête, c'est ce que vous venez de dire, d'évoquer, offrir une meilleure expérience aux clients, aux étudiants, aux usagers. Donc, c'est vraiment la réponse. Mais les autres sont assez proches, finalement. Répondre à de nouveaux besoins métiers, accompagner la croissance des activités et l'enjeu de productivité qui est toujours un peu présent de toute façon, mais qui n'est pas le principal, qui apparaît aussi. Un commentaire, monsieur Yeh. Alors moi j'ai hésité en fait. Alors j'ai répondu bien sûr D, forcément, mais j'ai hésité aussi avec B parce que souvent c'est une combinaison des deux. Bon là on pouvait faire qu'une seule réponse, mais nous aussi on a une croissance derrière. Le but c'est de recruter aussi plus d'étudiants. Plus d'étudiants dit plus de cours. Qui dit plus de cours dit plus d'espace. Or, on n'a pas plus d'espace. Donc, ça veut dire que derrière, on va devoir digitaliser une partie des cours. Donc, on va accompagner cette croissance par la digitalisation. Donc, c'est vrai que moi, je mixerai à la fois B et D. D'accord. Mais écoutez, monsieur Yeh, il me reste qu'à vous remercier. Merci. Un grand merci.